Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Un débriefing découverte, comme on le fait depuis la veille du lancement de la campagne électorale. Un débriefing qui fait un zoom sur les candidats présidents, les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux. Un zoom sur leur profil, leur poids politique, leurs promesses électorales, leurs slogans, leurs petites phrases qu'on retient, leur budget, pourquoi pas. Et, leur équipe de campagne et leur point de vue sur l'actualité. Aujourd'hui, je serai avec une immense femme. Vous comprendrez pourquoi, une personnalité de renommée internationale. Elle participe au rayonnement de l'image, de la culture de notre pays à travers le monde. Elle parle le français comme on l'aime. Isabelle Mathick-Ruth Tchombe, représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Elle n'a pas volé sa place. Madame Tchombe, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la fille de celui que tout le monde connaît, Premier ministre en 64, président du Katanga indépendant. Il a fondé la CONACAT dans les années 50. Il est mort en 69, si je ne me trompe pas. Est-ce que, c'est ça la première question, le nom Tchombe est facile ou difficile à porter? Je ne me pose jamais la question parce que le nom Tchombe fait partie de moi. Depuis que je suis née, je m'appelle Isabelle Tchombe. Et donc, pour moi, c'est naturel. Simplement, le nom Tchombe est souvent vu de manière diverse par le regard des autres, par aussi ce qu'on veut obtenir de ce nom, par l'aura de ces noms. Ce nom, les uns l'honorent, les autres le décrient. Mais ce nom, en tout cas, est un passeport à l'étranger. Il m'a toujours ouvert les portes, il m'a toujours donné du crédit, parce qu'il y a une histoire derrière. Mais ce nom a plus été un handicap dans mon propre pays. Oh. Parce que dans mon pays, il est très difficile d'être un enfant d'une personnalité emblématique et de pouvoir s'épanouir parce que dans le paysage politique, chacun veut exister et il pense que lorsqu'il y a quelqu'un qui a un nom emblématique, il peut lui faire de l'ombre. Et comme malheureusement, nous avons une mentalité qui veut que avant moi rien n'a existé et après moi c'est le déluge. Donc les gens qui ont une histoire, qui portent une histoire à travers leur nom, sont parfois dérangeants. Mais ce nom est aussi une chance, je dirais, parce que ce nom m'a permis d'avoir une liberté de parole. Ce nom m'a permis effectivement d'ouvrir certaines portes parce qu'on ne pouvait pas les ouvrir, parce que vous avez un crédit. Mais ce nom aussi vous oblige à l'excellence. Ce nom vous oblige à travailler peut-être un peu plus, à étudier, à pouvoir, au fond, toujours montrer qu'on a un background, que ce n'est pas démérité et qu'on n'est pas là parce qu'on est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais il faut aussi dire que ce nom aussi, c'est un nom qui a une histoire tragique. C'est un homme qui est mort pour la RDC. Je crois que dans l'histoire moderne, c'est le premier kidnapping en avion qui a été médiatisé. Donc il est mort loin de chez lui. En Algérie, c'est ça? En Algérie, pour les Congolais. Il est parti de ce pays, il était quand même le Premier ministre élu. Il était présupposé président de la République. Et c'est ça, je crois, qui a amené ce fameux coup d'État du 24 novembre. Ce n'était pas pour démettre Joseph Kasavubu, c'était pour empêcher Moïse Tchombe de devenir président de la République. Donc, il y a aussi, je dirais, cet héritage qu'il faut porter, qu'il faut défendre. Parce que il est très facile de le vilipender. Quand ça arrange les uns, c'est le sécessionniste. Et je pense que ce qualificatif a toujours été là pour créer une sorte de culpabilité pour les Katangais. Parce qu'on les renvoie toujours à cette sécession katangaise qui, au fond, n'était pas une sécession qui voulait réellement une séparation du pays, puisque la sécession katangaise a continué à nourrir la RDC, à payer les fonctionnaires, etc. Mais personne ne veut jamais aller voir au-delà des apparences. Et on préfère les slogans, donc on préfère décrier Moïse Tchombe, mais quand même, il faut reconnaître que
en 65, il a réunifié ce pays, qu'il a remis l'économie en ordre. Donc je crois que je n'ai aucun complexe à porter ce nom-là, c'est le mien et je le chéris parce qu'il fait partie de moi. Vous êtes candidate à la députation, on va le voir tout à l'heure, à la francophonie. Vous représentez le chef de l'État. Et ça, c'est un avis tout à fait personnel, ça n'a rien à voir. Peut-être que certains m'en voudront. À l'élection de la Rwandaise, dernièrement, je m'attendais à ce que la RDC ait tout de même osé présenter votre candidature. Parce que vous avez le parcours, le bagage qu'il faut. Mais on ne se présente pas personnellement en tant que candidate. Je crois que c'est à votre pays à reconnaître ce que vous avez fait. Mais à partir du moment où votre pays estime peut-être que les enjeux dictent un choix, vous n'êtes qu'une servante du pays. Donc, vous acceptez. Mais je ne pense pas que le fait qu'il y ait eu cette élection de Mme Michikwabo desserve en rien le travail que j'ai fait. Je pense que la RDC se souviendra de ce que j'ai fait. J'ai quand même amené un sommet ici. C'était ça l'objectif. Ouais. On a travaillé pour donner une crédibilité au pays et c'est un objectif qui a été atteint. Nous avons aidé, suggéré à la francophonie d'accompagner la RDC. Aujourd'hui, la francophonie accompagne quand même la RDC dans ce processus. Cette fameuse machine à voter, elle vient quand même de la francophonie. Donc, je crois que le pays a estimé que c'était peut-être prématuré de me présenter. Je ne sais pas quelle Est-ce que vous-même, quelque part, vous en avez eu envie ou si pas, c'est déjà passé, au prochain sommet, vous serez peut-être candidate, si vous le voulez? Mais on reviendra toujours au même scénario, c'est-à-dire que c'est votre pays qui vous présente. Donc c'est pas Isabelle Tshombe qui va se targuer d'être la prochaine secrétaire générale. Mais je dis Est-ce que vous en avez parlé ou vous en parlerez à ceux qui présentent la candidature de la RDC? Mais vous savez très bien que si on peut me reprocher des choses, c'est certainement pas d'avoir la langue dans ma poche. Donc, quand j'ai des avis, je les émets. Ouais. Et bien sûr que quand il s'agit de la francophonie, j'ai toujours été aux premières loges, intéressé, etc. Et que nous en avons parlé. Mais comme je vous dis, ce n'est pas le candidat qui choisit d'être candidat, c'est le pays qui porte. Donc, le pays voit son environnement et le pays a considéré que c'était un atout pour l'Afrique centrale d'élire Mme Michikwabo. Donc je ne peux que m'incliner et la féliciter. On s'attend à ce que vous vous présentiez aux élections à Musumba, ancienne capitale du royaume Lunda, et vous avez choisi Kolwezi. Pourquoi pas Musumba? C'est symbolique, et plutôt Kolwezi. Mais quand vous entendez Kolwezi, vous parlez du royaume Lunda, mais quand vous dites Kolwezi, Kolwezi, c'est le même nom que Solwezi. C'est simplement une question de sonorité, mais Kolwezi veut dire Kol kwa Rouej. Donc c'est le sol de la reine Rouej. Et Musumba, c'est un camp. En Lunda, le terme Musumba veut dire camp. Donc c'était plutôt, je dirais, le royaume Lunda était nomade, puisque là où s'installait l'empereur, ça s'appelait le camp, ça s'appelait Musumba. Donc il y a eu beaucoup de Musumba dans l'histoire de l'empire Lunda. Le dernier Musumba, c'est celui qui se retrouve effectivement au Lualaba. Donc à Kolwezi, je suis chez moi, et autant qu'à Musumba. Et je trouve que à Kolwezi, peut-être que c'était plus facile pour moi de faire comprendre ce que je suis. Parce que il faut que les gens aient une ouverture d'esprit, voient. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des femmes qui ont un leadership. Des femmes qui sont parfois vindicatives par rapport aux droits, par rapport à la défense de certaines choses. Je vais à Kolwezi parce que c'est le chef-lieu de notre province et que c'est là que se décideront les choses en ce qui concerne la province. Donc il était important
que les gens de Kolwezi puissent se dire que, tiens, Isabelle Chombe peut être leur voix pour défendre. Parce que nous sommes effectivement dans la capitale cuprifère de la RDC. Nous sommes dans le poumon économique de la RDC, s'il faut appeler les choses par leur nom. Mais quand on voit ce que rapporte Kolwezi et les traits de misère que sont les populations de Kolwezi, je pense qu'ils ont besoin d'être entendus au niveau du Parlement national, mais aussi d'être entendus au niveau du Parlement provincial, parce qu'il y a des choses à défendre. Quand vous voyez cette ville qui devrait être en pleine émergence, vu ce qu'elle rapporte, vous voyez que ce fameux code minier dont on parle, qui aurait dû préserver la santé des gens. Parce que quand on fait l'extraction des mines, vous savez très bien qu'il y a des maladies qui surgissent parce que les gens sont irradiés, les gens sont en contact permanent avec nos minerais. Et il y a des maladies qui ont surgi à Kolwezi. Il y a des handicaps d'enfants qui ont surgi à Kolwezi. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse pousser les miniers à respecter d'abord le code minier, et qu'au bout de 10 ans, on aurait dû avoir un hôpital pilote avec des spécialistes dans le domaine. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens qui tombent malades en travaillant dans les mines sont plutôt chassés de leur emploi, mais ne sont pas accompagnés. Donc je crois qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir dénoncer, mais aussi accompagner pour qu'il y ait une construction. Parce que dénoncer pour dénoncer, ça ne sert à rien, puisque la loi nous permet de pouvoir aider les gens, eh bien, il faut que cette loi soit respectée. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis qu'il est important d'être à Kolwezi. Et vous avez des statistiques sur les gens contaminés suite à l'exploitation des minerais? Écoutez, j'ai visité les hôpitaux. Mais, comme vous savez, il y a aussi cette chape de plomb. Parce que ceux qui ont les moyens, le pouvoir, n'aiment pas trop qu'on puisse voir ce mauvais côté des mines. Et je pense que les miniers travaillent pour que ça ne se sache pas. On a vu, je crois que vous avez regardé certaines émissions, certains films qui viennent de l'étranger, où on a vu ce qui se passe. Moi, j'ai vu que chez moi, il y a des endroits qui sont des no man's land. Donc, pourquoi il faut pouvoir aller voir. Alors, en tant que représentant du peuple, c'est beaucoup plus facile d'aller voir, parce qu'en tant que quidam, c'est difficile. Or, il faut absolument que les gens de Kolwezi non seulement puissent s'épanouir avec la richesse de leur sol, mais aussi puissent être en bonne santé. Parce que ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les miniers, s'ils sont irradiés, ils vont en Afrique du Sud. Mais les nôtres, qu'est-ce qu'ils font? Donc je dirais que quand je suis allé dans un des hôpitaux de la place et que j'ai vu des enfants, un certain nombre d'enfants déformés, C'est des enfants qui naissent avec des malformations. Ah oui, qui naissent avec une tête qui grossit à vue d'œil, des enfants qui naissent sans bras, des enfants qui naissent sans jambes. Enfin, il y a des tas de choses qui sont là, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je ne comprends pas d'ailleurs, parce que bon, moi je viens du monde des journalistes, donc je ne comprends pas comment la presse ne s'empare pas de ça, parce que c'est vraiment une tragédie. Donc, être riche et mourir, je dis que non. Un drame silencieux. Vous avez un ancrage à Kolwezi. Vous y avez un pied-à-terre? Mais écoutez, j'ai acheté ma première maison avec mes premiers deniers de travailleuse en RDC. Je l'ai acheté en 2003, c'était à Kolwezi. Or, à ce moment-là, je n'avais aucune ambition politique par rapport à Kolwezi. Simplement, je savais que c'était chez moi.
et que c'était une ville un peu oubliée d'ailleurs à l'époque. Elle était une laissée pour compte, donc j'allais là. J'ai une famille multiple qui est à Coluisy. Donc j'estimais que ça allait être mon petit havre de paix. Et c'est en allant justement dans cette maison à Coluisy, en allant plusieurs fois par an à Coluisy depuis 2003, que au bout du compte, c'est la population qui m'a demandé, mais est-ce que vous ne pourriez pas penser à devenir député ici ? Et donc c'est pour ça, donc quand tu as dit que j'ai un pied à terre, non, j'ai plus qu'un pied à terre, j'ai une maison. Okay. Alors il y a des gens dont personne ne veut à Coluisy, donc vous êtes certaine que là-bas, on veut de vous. Mais écoutez, en 2011, j'ai été candidate. Alors, j'ai été candidate. Il y a à boire et à manger, pour parler trivialement. Je ne suis pas arrivée à être élue, quoique les statistiques me donnaient bien élue. Mais voilà, je crois qu'il faut connaître les règles du jeu. Les règles du jeu ne sont pas toujours, ne sont pas toujours transparentes. Et parfois, vous avez une certaine ingénuité ou une naïveté. Là, vous rejoignez les opposants qui ont dénoncé des irrégularités. Pardon ? Vous rejoignez le point de vue des opposants qui ont dénoncé des irrégularités en 2011. Je ne rejoins absolument pas le rang des opposants. Je veux dire qu'il suffit de voir qui s'est plaint à la Cour suprême en 2011. Est-ce que la majorité des plaintes venaient des opposants ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que peut-être la majorité a évolué et que maintenant, il y a des règles auxquelles nous devons nous astreindre pour pouvoir travailler effectivement en bonne intelligence. Parce qu'à partir du moment où nous adhérons tous au même projet politique, que nous accompagnons tous le chef de l'État et qu'aujourd'hui nous accompagnons le candidat à la présidentielle Emmanuel Shadary, pour l'accompagner, pour pouvoir réussir la politique qu'il nous a annoncée, le programme qu'il nous a annoncé, il faut quand même qu'il y ait des règles qui soient respectées et que la vérité des urnes doit être respectée. Moi, je me battrai pour ça et je n'hésiterai pas à dénoncer ce qui ne se fait pas, parce que je trouve que la population a le droit de choisir qui elle veut et on n'a pas le droit de le lui imposer sous prétexte que la personne n'est pas le portrait robot que l'on aurait voulu. Vous êtes sur une liste ou vous êtes indépendante ? Je suis sur la liste de AFDC et Alliés. Ah, ok. Et vous avez les moyens de vos ambitions ? Mais je suis comme une fourmi. Vous connaissez la cigale et la fourmi. Moi, je n'ai pas de gros moyens parce que je vis de mon salaire donc je n'ai pas des moyens massus, je dirais, mais au cours des ans, je me suis préparé. Je me suis préparé, donc je pense que je vais pouvoir, en tout cas, me débrouiller dans cette campagne. Mais pour moi, je pense aussi qu'on ne doit pas trop focaliser sur les moyens, parce que je l'ai vu dans l'expérience de 2011. Il y a des gens qui avaient de gros moyens et qui n'ont pas été élus parce que c'était des anciens élus de 2006 et la population n'en voulait plus. Donc, malgré les gros moyens, moi je pense que nous devons construire un pays avec des convictions, plus qu'avec des moyens. Mais il faut des moyens parce que, évidemment, vous n'allez pas parcourir tout Coluisy à pied, vous n'allez pas ne pas mettre des affiches parce qu'il faut quand même informer le public que vous êtes candidat, vous n'allez pas ne pas aller dans les médias pour vous présenter, expliquer ce que vous voulez. Donc, de toute façon, il vous faut des moyens. Mais je pense il faut également des témoins dans tous les bureaux de vote. Des témoins dans tous les bureaux de vote, etc. Au centre de compilation aussi. Oui, mais je pense aussi qu'en tant que député, je me battrai pour que l'État fasse son travail de ce côté-là. Parce que les élus, ce seront des élus de la nation.
Donc il faut aussi que l'État les accompagne. Dans d'autres pays, on voit, il y a des plafonds qu'on met pour les campagnes électorales, il y a des subventions que l'État donne aux partis qui sont crédibles. Donc il faudrait qu'on puisse y arriver aussi en RDC, parce que effectivement, il y a distorsion entre ceux qui ont les gros moyens et ceux qui essayent de se battre pour pouvoir exister dans le panel politique. Mais je pense que nous devons nous battre pour les convictions et que l'argent doit quand même commencer un peu à être passé au deuxième plan. Parce que les convictions, c'est avec les convictions qu'on construit, c'est pas avec l'argent. Parce que l'argent, on construit sur le sable quand les gens ne sont pas convaincus. En attendant le financement des partis politiques par l'État, l'application de la loi sur les partis politiques piétine. Il faut un coup de pouce pour que ça s'applique. Et les partis politiques ont aussi leur part de responsabilité. Mais peut-être que ça arrangeait certains. Peut-être, je n'en sais rien, je leur ferai pas un mauvais procès, mais bon, ou peut-être, comme je vous dis, il y a toujours des priorités. Donc à partir du moment où vous avez une assemblée qui estime que telle chose doit être priorisée, bon, le reste reste en attente. Mais je pense qu'avec la nouvelle législature, il faudra absolument qu'on y mette des règles bien précises. Et c'est vrai aussi qu'il va falloir peut-être œuvrer pour éviter cette multiplicité de partis, parce que au fond, ça ne donne pas une dynamique. Parce que au bout du compte, on ne sait pas toujours, parce qu'il y a des partis qui sont des partis alimentaires, je dirais. Il y a des partis qui sont plutôt familiaux. Il y a peu de partis qui travaillent sur les convictions, sur les programmes. Or, à partir du moment où on va peut-être mieux cadrer tout ça, ça permettra de se défendre réellement sur les idées, pas sur les personnes, pas sur la vie privée, pas sur l'argent, mais sur les convictions, pour se dire qu'est-ce que nous voulons de cette RDC, qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays dans les années qui viennent. Et c'est à nous à décider, parce qu'on est toujours en train de pleurnicher en se disant oui, l'étranger fait ceci, fait cela. Mais à partir du moment où le Congolais prend les choses en main, aucun pays ne viendra vous déranger. Puisque vous parlez de pleurnicher, les femmes en RDC ont tendance à pleurnicher au sein des partis politiques et plus des associations, alors qu'on a vu par exemple que Ellen Johnson Sirleaf avait été portée au sommet de l'État sans forcément passer par des associations féminines. Et je pense que, vous savez, quand je vais en Afrique de l'Est, par exemple, je vois le long combat, ou même en Occident, le long combat des femmes. C'est pas un combat qui date d'aujourd'hui. Vous prenez l'Occident, c'est un combat qui date déjà d'un siècle et demi au moins. De toutes ces femmes, même plus qu'un siècle et demi, de toutes ces femmes qui se sont battues pour l'égalité des droits, etc. Mais nous avons un pays qui a été sous le joug d'une dictature pendant 32 ans. Souvent, les gens se disent que la page est tournée, mais non. Combien de générations a-t-on formé pendant ces 32 ans? Donc, on a aussi des gens qui sont formatés à cause, justement, de cet environnement qu'il y avait à l'époque de la Deuxième République. Et c'est la Deuxième République qui a mis la condition féminine. Donc, on a eu l'impression que ce n'étaient pas les femmes qui avaient arraché. Oui, il y a eu l'année 1975, donc en RDC, on a répondu à l'appel international en créant la condition féminine. Mais très souvent, les femmes, on les a cantonnées dans des, je dirais, des rôles de potiches, mais il y a une évolution. Et il faut reconnaître que quand Laurent Désiré Kabila est arrivé dans ce pays, il y a eu une évolution. Parce qu'il y a eu des femmes qui se sont retrouvées avec des postes importants. Et le public a pu voir aussi que ces femmes-là étaient outillées. Parce que aussi les femmes en politique, je dirais même pas les femmes en politique. En RDC, les femmes ont tendance à se dire que pour évoluer, elle a besoin d'un homme. On commence par le père, après ce sera le frère, le mari, etc., etc. Après c'est le chef de parti et tout. On doit toujours passer par un homme. Alors que ce n'est pas vrai. Quand vous vous battez avec vos convictions, vous savez ce que vous valez. C'est peut-être aussi
Parce que les femmes ne savent pas toujours ce qu'elles valent. Hein, elles s'étonnent parfois des qualités qu'elles ont. Moi, je rencontre beaucoup de femmes en RDC, mais quand je me retrouve à l'étranger avec des femmes en RDC, elles brillent. Mais chez nous, on a l'impression qu'elles sont étouffées. Bon, un homme politique me disait un jour, écoutez, madame, nous les femmes, c'est comme des pots de fleurs qu'on met sur une table pour enjoliver. Mais ce ne sont pas elles qui sont dans le rang des décideurs. Donc j'ai trouvé ça très navrant. Récemment, je me suis retrouvée dans une réunion où on me dit non, vous, on ne vous met pas du côté des femmes, on vous met du côté des hommes. Je dis non. Je suis une femme parce qu'on estime que quand on vous dit ça, ça veut dire que vous, on estime que vous pouvez être dans le débat avec les hommes. Tandis que les autres, elles vont attendre des cadeaux. Alors, donc, vous voyez bien que très souvent, quand il y a une loi en faveur des femmes, bon, les femmes viennent applaudir, remercier à grand fracas, mais où était la bataille pour ça? Parce qu'il faut se battre. Nous avons une parité, un article 14 dans cette Constitution. J'ai entendu tout le monde parler du respect de la Constitution, mais très peu de gens ont évoqué cet article 14. Donc, on n'a pas estimé que c'était prioritaire. Donc, on peut respecter la Constitution à plusieurs vitesses. Nous, ou bien on respecte toute la Constitution, ou on ne la respecte pas. Et cet article-là est bien un article qui existe dans notre Constitution. Le peuple congolais a voté pour ça, donc il faudrait quand même que cette parité soit une réalité. Mais pour qu'elle soit une réalité, il faut que les femmes soient outillées. Il faut aussi que les femmes se battent, hein, et qu'elles n'attendent pas des cadeaux. Justement, on est très loin de la parité, qu'elle soit simple ou parfaite. Pour cette législature, il y a eu moins de 30%, hein, recommandés par exemple par l'ONU Femmes. Et au gouvernement, il y avait moins de 10% de femmes, je crois. Est-ce que vous pensez que ça changera? Et ça changera en quoi faisant? Mais c'est vrai que nous brillons toutes ces années-là par un gros bonnet d'âne en ce qui concerne l'évolution des femmes et leur représentativité dans les cercles du pouvoir. Mais justement, celles qui veulent être élues et qui devraient être élues doivent se battre pour ça. Parce que j'ai remarqué aussi, nous femmes en RDC, nous avons les femmes leaders. Nous avons souvent un défaut, c'est qu'on aime être une exception. Et ce n'est pas bon. On n'évolue pas en étant une exception, parce qu'on est toujours minorisé, au fond. Et être une exception, c'est-à-dire être une exception, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un cercle de gouvernement, vous êtes dans un cercle de pouvoir, vous êtes la femme qui a pu évoluer, qui est là, et donc qui est l'exceptionnelle, et qui veut le rester. Or, on ne peut être forte qu'à plusieurs. Et donc, quand on est là, on a une place de choix, on doit drainer les autres femmes derrière soi, parce qu'à ce moment-là, c'est une ceinture. Et ça vous permet, effectivement, d'évoluer. Sinon, vous vous retrouvez toujours dans cette situation de minorité. Alors, bien sûr qu'une minorité, parfois, elle est choyée, mais parfois, elle est réduite au silence, puisqu'elle est minorité. Or, dans ce pays, il y a 52% de femmes, donc il faudrait quand même que ça se sente dans tout ce que nous faisons. Et c'est aux femmes à se battre. Et c'est aux femmes à ne pas rentrer dans ce piège, justement, de l'exception. Hein, parce que vous arrivez, oui, vous êtes l'exception, voilà. Vous êtes la plus belle, la plus intelligente. Moi, j'étais à la francophonie, j'ai commencé à la francophonie représentante personnelle, il y avait très peu de femmes. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'on est presque à une parité de femmes. Tous les États ont commencé à envoyer des femmes comme représentantes personnelles. Donc, je crois que c'est parce que, justement, on a remarqué que les femmes aussi savent y faire. Et que il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de défendre les choses qui peut convaincre mieux que peut-être de venir avec des gros bras, de grandes menaces, mais dire les choses avec fermeté nous a beaucoup servi en francophonie. La majorité des électeurs, ce sont des femmes.
Mais il semble, en lisant les statistiques des élections, que les femmes ne votent pas pour les femmes. Quand vous descendez sur terrain, vous leur direz quoi pour les convaincre de voter pour vous? Mais quand je suis arrivé en RDC en 97, j'ai commencé au gouvernorat du Katanga comme conseillère principale du gouverneur en charge du politique, de l'administratif et du socio-culturel. Donc il y avait aussi un volet femme là-dedans. Et je crois que la chose qui m'a le plus réjoui, c'est quand j'ai vu des jeunes filles qui me disaient « Eh bien, quand on vous voit travailler, on vous voit vous exprimer, on se dit que c'est possible. Hein? Donc, je crois que les femmes peuvent se rendre compte que vous êtes crédible. Ça dépend de ce que vous leur proposez. Mais si vous venez simplement dire que bon, c'est un dû d'être élu, je ne pense pas. Il faut convaincre, il faut bouiller sa chemise pour parler trivialement. Il faut qu'elle voie. Moi, je prêche par l'exemple. Je prêche par ce que je fais et par les résultats que j'obtiens dans ce que je fais. Et je dirais que j'ai à la fois cette qualité qui peut être un défaut. Je suis tenace. Je suis tenace et je lutte pour le bon droit. Et je crois que les femmes sentent quand vous êtes sincère. Mais si vous venez simplement, vous voulez un pouvoir pour être dans un cercle à des fins personnelles, je pense que là aussi, elles se rendent compte. Hein, donc, comme je vous dis, moi, je travaille avec des convictions. Donc, ce sera les convaincre par ce que je suis, par ce que je fais, par ce que j'ai fait et ce que je voudrais faire. Okay. Alors, une élection, c'est aussi une affaire de slogans, de petites phrases. Qu'est-ce que vos électeurs retiendront pour que ça leur donne envie de voter pour vous? Mais moi, je leur dirais, akili ya mama, akili ya mwanamke ni majengo ya nchi. Akili ya mama ni majengo ya nchi. C'est ça. C'est-à-dire que quand on a une femme qui est outillée et qui peut travailler, mais qui a aussi le cœur d'une femme, le cœur d'une mère, eh bien, ça permet de construire le pays, parce qu'on ne peut pas construire le pays seulement d'une seule façon, de la façon masculine. En RDC et un peu partout en Afrique subsaharienne, l'électorat est assez curieux. Les gens s'attendent à ce que vous fassiez des actions, quoi, plutôt que des promesses. On a vu des gens jeter des ponts, amener des câbles électriques pour établir du courant dans leur quartier ou dans la circonscription où ils sont candidats. C'est absurde. Est-ce que vous le ferez ou vous ferez autre chose? Mais est-ce que c'est ça le travail du député? Malheureusement, ici, ça marche. Mais oui, ça marche. Mais je veux dire qu'il y a des choses où vous vous dites, je peux mettre la main à la pâte. Hein, par exemple, en 2006, dans le quartier de Moussonoï, les femmes, les familles avaient des problèmes d'eau. Pourquoi? Parce que simplement, il y avait une tuyauterie qui était défectueuse. Juste donc, l'eau était en train de s'écouler et n'arrivait pas dans les maisons. Et donc, là, je me suis dit, je peux le faire. Je peux le faire, ça ne demande pas d'immenses moyens, je peux le faire, et puis avec des bonnes volontés pour m'aider, nous l'avons fait. Donc ça, je me dis, c'est à ma portée. Mais construire le pont, c'est pas à ma portée. Hein, donc je ne pense pas que les gens peuvent attendre. Mais je peux trouver, je dis que ce qui est intéressant, je dis quand vous avez une tête bien faite, c'est que vous pouvez avoir de l'imagination. Hein, vous pouvez voir qui peut nous aider à faire ça. Hein, et moi, je joue souvent les rôles de facilitateur. Facilitateur, justement, informer et amener la régie des eaux à aller résoudre un problème de tuyauterie, amener la SNEL à aller résoudre un problème de câbles défectueux, par exemple. Mais oui, mais souvent c'est juste ça qui manque en fait. Mais voilà, parce que effectivement, quand on a fait ça à Moussonoï, eh bien alors absolument, les sociétés de la place se sont mis à faire le travail. Hein, donc ils se sont rendus compte, c'est-à-dire que quand vous mettez le doigt sur ce qui ne va pas,
et qu'on voit qu'avec vos faibles moyens, vous arrivez quand même à faire quelque chose. Donc c'est un peu comme si vous les pointiez eux du doigt en disant que vous êtes de mauvaise foi. Donc c'est pour ça qu'ils bougent. Donc ça, je peux faire. Moi, je peux faire, par exemple, comme moi-même, j'ai une passion pour l'agriculture. Je cultive moi-même un potager ici à Kinshasa à titre personnel, etc. Donc, je peux aider, par exemple, les femmes agricultrices. Je peux les aider par les semences. Je peux les aider aussi par un savoir-faire, mais je peux aussi les aider en les regroupant. Parce que très souvent, les femmes chez nous cultivent un terrain de 25 mètres sur 25. Avec 25 mètres sur 25, vous ne pouvez pas nourrir une famille, vous ne pouvez pas payer l'école de vos enfants pendant toute une année. Donc, si on arrive à faire des coopératives, moi c'est ça que je fais, j'essaye de regrouper les femmes pour leur dire qu'on est toujours plus fort quand on est à plusieurs et on est organisé. Donc, on doit pouvoir faire des coopératives et les accompagner dans l'outillage, les accompagner peut-être aussi dans, comment dirais-je, l'appui technique. Donc, mais surtout, éveiller leur conscience en se disant qu'on peut réussir en étant plusieurs. Et que là aussi, même, je leur expliquais que même par rapport au pouvoir public, quand vous êtes plusieurs, on vous écoute. Mais si vous êtes la petite maraîchère qui a son champ de 25 sur 25, qui va vous entendre? Et la plupart des maraîchères et des familles ont plutôt laissé tomber les champs pour se ruer vers ce qu'on appelle mining, entre guillemets. Mais c'est ça la catastrophe. C'est ça la catastrophe. Donc aujourd'hui, à Kolwezi, si un enfant veut même une banane, il faut qu'elle vienne de Zambie. Je dis que non. Que non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un accompagnement qui n'a pas été fait pendant un temps. Et je dirais que les mining, c'est un petit peu comme... ça a été pour les gens comme quand on gagne à la loterie. Parce que vous en avez certains qui, tiens, vous avez découvert que dans votre jardin, il y avait du minerai et les appétits des investisseurs se réveillent. Tout à coup, on vous donne une grosse somme d'argent alors que vous aviez déjà du mal à vous nourrir jour après jour. Donc ça devient un peu comme ceux qui allaient à la quête du diamant. C'est-à-dire c'est une loterie. Mais on perd en fait le goût du travail quotidien. Et forcément, les familles ont aussi des tentations d'envoyer leurs enfants pour entrer dans ces mines artisanales. Alors, non seulement les enfants ne vont pas à l'école, ils tombent malades, et ceux qui gagnent, c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation, donc ça ne leur permet jamais de construire un avenir. Ça permet simplement je dirais, de pouvoir subvenir aux besoins quotidiens. Et or maintenant, on se rend compte que même le gouvernorat, je pense, s'est bien rendu compte qu'il faut aussi tabler sur l'agriculture. Justement, le gouvernement local avait mis en place des microcrédits à ceux qui désiraient se lancer dans l'agriculture ou se replonger dans l'agriculture. Oui, mais moi, je ne sais pas très bien quel a été le succès en RDC de ces microcrédits. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont, au contraire, appauvries. Ah, je ne parle pas du cas de Kolwezi, mais j'ai vu ailleurs. Ah, il y a des banques qui se sont enrichies avec les microcrédits, puisque quand vous recevez un microcrédit, d'abord, le prêt est solidaire, et deux, vous devez souvent mettre hypothéquer le bout de terrain que vous avez, etc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui s'approuvent. Parce que même le microcrédit, il faut un accompagnement. Hein? Alors, je trouve que si nous arrivons à organiser les femmes en coopérative, c'est beaucoup plus simple pour elles, parce que ça ne sera pas... Parce que le microcrédit, vous l'avez, comme je vous dis, pour votre petit champ. Ah, on commence pour le petit champ, mais vous avez vos besoins quotidiens. Vous n'avez aucune assurance maladie, donc il vous arrive un aléa. Aujourd'hui, vous êtes immobilisé, ou vous avez un enfant, parce que vous êtes une femme, vous avez un enfant qui est immobilisé parce qu'il est malade, ou il a eu des problèmes dans les mines et autres, donc vous ne pouvez pas produire. Et, résultat des courses, on vous prend le peu que vous aviez.
et se reconstruire, c'est très difficile. Donc il faut un véritable accompagnement. Mais il y a des jeunes femmes, j'ai vu des jeunes femmes dans le Lualaba, qui essayent d'organiser d'autres femmes. Donc je pense que moi, je peux travailler en partenariat avec ces femmes-là pour pouvoir les aider. Et puis, comme j'ai travaillé à la francophonie, que je connais quand même l'environnement francophone, je vois aussi comment on peut faire donner un appui à ces femmes-là pour pouvoir les aider, puisque la francophonie a mis en exergue les femmes entrepreneurs, les jeunes et les femmes entrepreneurs. Donc il faut qu'elles puissent profiter de ces créneaux-là. Et très souvent, l'information n'arrive pas. Pourtant, moi, j'essaie de vulgariser, mais ce n'est pas mon rôle, puisque nous avons ici un ministère qui s'occupe de la francophonie, nous avons une délégation générale, mais j'essaye, un tant soit peu, de vulgariser le concept, en tout cas d'accompagner les femmes. On terminera par cette question que beaucoup se posent, j'imagine. Si jamais vous êtes élu, député, vous resterez à la francophonie. C'est incompatible ou pas ? Ce n'est pas incompatible, parce que à la francophonie, je crois que je suis une des rares qui est simplement représentante personnelle. Il fut un temps où j'étais commissaire général de la francophonie, représentante personnelle. Mais bon, le commissariat a été sacrifié sur l'autel du 1+4 et je suis restée représentante personnelle. Mais je vois mes collègues. Mes collègues, vous avez des représentants personnels qui sont sénateurs, vous avez des représentants personnels qui sont ministres, vous avez des représentants personnels qui sont ambassadeurs. Donc le panel est assez large. Donc tout ça dépendra d'abord du choix du prochain président de la République, parce que c'est à sa discrétion de choisir qui va le représenter. Mais par ailleurs, je pense que j'ai rendu service à la nation, j'ai fait le travail qui m'a été demandé, et si véritablement il faut choisir entre la francophonie et travailler pour le Lualaba, je pense que je serais beaucoup plus utile au Lualaba, mais simplement je crois qu'il faut aussi savoir partir et il faut aussi préparer la relève, parce que chez nous, c'est ça qui est un petit peu malheureux, parce que moi, quand j'ai commencé en francophonie, je n'ai même pas eu de remise et reprise. Donc, j'ai dû moi-même faire les recherches, faire le travail pour finalement structurer le commissariat et avoir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il faut aussi que je puisse accompagner celle ou celui qui me remplacera. Et là, bien sûr que je le ferai avec bonheur, parce que un pays n'évolue bien que quand on arrive à continuer la chaîne. On ne peut pas, je veux dire, se scléroser à un poste, francophonie c'est moi, c'est Elisabeth Tchombé, non. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes là? Mais je suis là, c'est Laurent Désiré Kabila qui m'a mis à la francophonie quand j'étais justement vice-ministre de la coopération régionale. J'étais à la francophonie représentante personnelle, je m'occupais de la francophonie et j'étais représentante personnelle. Donc ça fait 20 ans. Donc ça fait depuis 2000. Donc ça fait 18 ans que je fais ce travail et je crois qu'en bon petit soldat, j'ai quand même fait ce qu'il fallait faire. Il est temps de passer à autre chose et on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Isabelle Matchik-Ruth Tchombé, représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Elle est candidate députée nationale à Colosie, c'est au Lualaba. On lui souhaite toutes les chances de réussite en tant que femme. On soutient les femmes. Merci d'avoir suivi ce débriefing en rediffusion demain, 7h15, vendredi également à 7h15. À la semaine prochaine pour un autre débriefing. On termine par un selfie. Venez ici, s'il vous plaît. Gabriel, tu attends un peu. Il y a Gabriel qui trépigne d'impatience. Il a le journal. Ah bon? Ouais. Gabriel Lisa Libanga. On regarde le téléphone. Je sais pas. C'est cette caméra. Oui. Une seconde. Regardez le téléphone, s'il vous plaît. Le téléphone. Merci beaucoup. Ok.